Hello, this is Original Fireman Bombo Klaja Rastafari. Yeah, c'est Neji Original. Merci de me suivre en ce moment parce que là, je vais t'envoyer dans mon univers, la Loco Life, dans la folie, dans l'humour, dans le cinéma, dans le chômage et dans les tapis poteaux. Oui, énormément de tapis poteaux. Mais pour suivre ça, il faut simplement suivre cette émission Original Fireman Bombo Klaja. À l'état civil, je m'appelle Yato Narcisse Junior. Junior espoir. Ne me jugez pas. Ne me jetez pas la pierre. Prenez-moi comme un petit frère. Profession, je me cherche un peu partout. On va dire profession humoriste, stand-up, animateur télé, chroniqueur, étudiant réalisateur aussi. Voilà. Neji, il est né à Omé, mais il a grandi à Gagnoa. Et c'est à Gagnoa que je fais tout mon cursus en fait, du CP1 jusqu'en terminale. Et en terminale, je décroche le bac A1. Voilà. Et j'atterris à Abidjan pour les études. Et arrivé à Abidjan, je fais comme étude l'espagnol. Alors, je fais, on va dire, une licence plus un master en espagnol à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alors, pendant que je finis le master, il se passe un temps où il ne se passe vraiment rien. Alors, vu que de nature, j'aime beaucoup rire, on va dire en moyenne, je ris 50 fois par jour. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des vidéos pour m'amuser? J'avais énormément de temps à perdre. Et c'est là que je monte un groupe qu'on appelle les étudiants comédie, avec Z au début. Et ce groupe-là fait des vidéos, on s'amuse vraiment à faire des vidéos. Et les vidéos montent à un point où je me dis, imagine, on te demande de monter sur scène et de faire ça, alors que tu aimes en fait ce métier. Donc, c'est comme ça que j'écris mes premières blagues et je commence à lancer ma carrière d'humoriste. Pendant ce temps aussi, ça payait pas trop. Voilà, ça payait même pas. Du coup, il fallait faire autre chose. Et pendant cette période-là, je décide de postuler en tant qu'enseignant. Donc, j'enseigne. J'enseigne dans la période de 2019 à 2020. Pendant là où le Covid, là, j'enseigne. Donc, j'étais enseignant d'espagnol. J'enseignais les classes de 3e et les classes de terminale. Et après, je me dis, en tant qu'humoriste, ça ne peut pas suffire, en fait. Tu es que humoriste. Fais quelque chose encore qui pourrait te permettre. Et c'est là que mon mentor, Brissano, qui est animateur à Live TV, que je regarde, vraiment, que je prends comme modèle, je me dis, bon, il faut ajouter à cela une autre touche. Et je rentre à l'ISTC Polytechnique en 2020-2021. Voilà. Et pour me spécialiser, à la base, c'était pour avoir, comment dirais-je, une expérience d'animateur. Mais à l'ISTC, vraiment, le domaine est vaste et je rentre en gestion de production télé. Celui qui m'a inspiré énormément, c'est un humoriste franco-camerounais, il s'appelle Thomas Njijol. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le monsieur qui a joué le rôle du capitaine Bobo dans Crocodile du Botswana. Et je dirais jamais merci à mon ami DJ Guy Laroche, qui m'a fait découvrir ce monsieur, en fait. J'étais à l'université, lui venait me trouver là, il me parlait de lui, qui parlait de Superman, que quand Superman passe au-dessus de l'Afrique, ils s'en foutent. Parce qu'on n'a pas d'argent, donc il va plutôt sauver les Blancs. Donc je me dis, mais c'est de qui il parle? Et je regarde la vidéo, le monsieur, c'est un génie, quoi. Et il me dit, ah, mais si on peut faire rire, rien qu'en utilisant les mots, en s'habillant vraiment relax, alors moi aussi, je peux écrire quelque chose aussi et raconter des trucs qui m'arrivent, en fait. Et c'est lui qui m'a énormément inspiré. Ma vie, la vie de mes amis, en fait, un bon humoriste, les humoristes pourraient être d'accord avec ce que je dis, on n'est pas les plus drôles. On n'est pas les plus drôles. Il faut aller dans notre environnement, nos amis qui sont autour de nous. Là, ce sont eux les plus marrants. Moi, il y a des amis qui me font rire, c'est-à-dire à un point. Et quand ils te font rire, ils ne créent pas les blagues. Ce sont les histoires qui leur sont arrivées, des rendez-vous manqués, comment on appelle ça, la galère. Des fois où peut-être le gars est venu leur dire que ah, je ne vois pas mes règles, bébé, il ne voit pas mes règles. Et tu vois, et j'ai des amis. J'ai des amis, ils ont des histoires comme ça tout le temps. Et c'est eux ma source d'inspiration. Il y a ma famille aussi, tu vois. Donc, c'est carrément dans ce que je vis. Donc, il n'y a pas un truc de je pense que je suis fort, mais vraiment, je m'inspire vraiment de tout ça, de tout ce que mes amis font au quotidien. L'idée vient d'un constat. Et du constat, maintenant, tu es là. Moi, ce que je fais, je note dans mon bloc-notes, pêle-mêle, en fait. Et je crois que, généralement, comme moi, j'aime beaucoup travailler très tard la nuit, c'est-à-dire entre 2 h du matin et autres. Donc, je m'assois
et les idées viennent pêle-mêle. Maintenant, le truc, c'est que lorsque tu as un sujet, sinon comment j'ai un sujet, c'est quel est mon point de vue, quel est mon angle par rapport à ce sujet. Est-ce que je l'ai déjà vécu? Est-ce que des amis l'ont déjà vécu? Quand je vais en parler à quelqu'un, est-ce que la personne, parce qu'en humour, il y a ce qu'on appelle le référent. Est-ce que ce dont je parle là, les gens savent de quoi je parle? Est-ce que les gens ont déjà vécu? Et après ça, j'écris la blague. Il y a la mise en situation. Après la mise en situation de la blague, c'est-à-dire tu exposes la situation. Après la situation, tu présentes, tu finis de présenter, tu fais la mise en suspens. La mise en suspens, c'est-à-dire où est-ce que je vais arriver et il y a la chute à la fin. La chute, c'est la partie qui va me faire rire en fait. Donc, tu vas selon ce procédé-là. La dernière fois, je suis allé en griffe à la maison. J'ai vu mon père avec une femme. Quand j'ai vu mon père avec une femme, on est dans la mise en suspens. Dans la mise en situation, la dernière fois, j'ai vu mon père avec une femme, mise en suspens. Tu vois. Il m'a dit, mon fils, ne t'inquiète pas, il ne se passe rien entre nous. Donc, on se dit, mais vers où je vais arriver? Et il dit, en tout cas, c'est bizarre de voir ma copine en train d'embrasser mon papa, mais il me dit qu'il ne va rien se passer entre eux. Donc, dès que tu dis, je vois ma copine avec mon papa, automatiquement, on se rend compte qu'une femme dont tu parlais, en fait, c'était de ta copine, tu parlais, qui était assise avec ton papa en train de faire certaines choses. Donc, là, tu as ta chute. Maintenant, la chute, quand tu l'as, en fait, est-ce que la chute est assez percutante? Est-ce que ça te fait rire toi-même déjà? Si ça te fait rire, alors ça va faire rire les gens. Mais si toi-même, tu es hypocrite, tu sais que ça ne te fait pas rire, et puis tu insistes, non, ça ne passe pas. Donc, il faut chercher à toujours aiguiser les blagues. Donc, moi, c'est ce que je fais. Une première fois, je fais comme ça. La deuxième fois, je m'assois avec des amis, on est là, on parle. Et puis, souvent, je teste devant eux. Mais ils ne savent pas, en fait, puisque c'est dans la causerie. Et dans la causerie, eux, ils commencent à rigoler. S'ils n'ont pas bien rigolé, tu sais qu'il y a des trucs encore à améliorer. C'est ça. Bon, en humour, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de formation. Hein. Il n'y a vraiment pas de formation. C'est de regarder beaucoup de vidéos, d'avoir un modèle, en fait, en humour. Il faut avoir un modèle. Tous les humoristes sont inspirés par quelqu'un. Suivez un modèle. Si vous écoutez tel, vous allez savoir que lui, c'est peut-être Jean-Michel Cancan qui l'a inspiré. Si vous écoutez peut-être ceux qui sont là actuellement dans la nouvelle génération, donc qui s'inspirent peut-être de nos anciens, tu vas dire, ah non, ça c'est de Ramatoulaye, il s'est inspiré. Par exemple, on prend Kebaro. Kebaro. Quand vous regardez Kebaro, vous dites automatiquement, c'est Ramatoulaye en fait. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Moi, j'aime le stand-up, je me nourris de ça. À un point que, tellement j'aime même regarder pour les Américains en fait. Parce qu'ils ont eux aussi leur manière d'aborder avec le rythme. Eux, c'est chaque 10 secondes une blague, chaque 10 secondes une blague, chaque 10 secondes une blague. Je vais aussi pour la France aussi, comment ça se passe. Donc, c'est de consommer beaucoup d'humour. Regardez leurs tests, parce qu'il y a des tests aussi qu'on donne sur Internet. Regardez comment le test est écrit, comment c'est ordonné. Allez à des spectacles d'humour. Récemment, au Dikoko, ils avaient fait venir des humoristes étrangers. Et vous voyez que l'humour évolue. Donc, les regarder, leur poser des questions. C'est comme ça qu'on peut avoir sa propre formation, en fait. Et de ne pas être borné, quoi. Il faut écouter. Il faut écouter les conseils que les gens donnent. Même si la personne ne fait pas de l'humour. Elle peut vous donner une astuce. Une simple astuce peut changer beaucoup de choses. Et si je dois décrire mon style d'humour, je vais dire que je suis plus dans la subtilité. Dans la subtilité, j'y travaille beaucoup. Pour rendre ça beaucoup moins subtil en fait. Parce que moi, généralement, quand il envoie une blague, c'est peut-être 2-3 minutes après, les gens comprennent. Mais j'ai travaillé là-dessus avec Guizot et on a travaillé là-dessus et c'est bien. Donc moi, je suis beaucoup dans la subtilité. J'aime pas quand souvent une blague est trop... Voilà, c'est trop direct. Il n'y a pas... En tant qu'une blague fait tac-tac au second degré, ça fait 2 fois plus rire. Souvent, dans le second degré, ça, on voit... Ici, ça envoie là, ça envoie là. Donc, moi, je suis plus dans le second degré, en fait, dans mon humour. J'aborde à peu près tout, surtout la famille. La famille, le fait aussi de se connaître soi-même, surtout pour les jeunes, en fait. Moi, je pense que, quelque part, ça m'a beaucoup aidé à devenir humoriste. C'était de parler des problèmes qu'on rencontre même en tant que jeune. Souvent, on ne sait pas pourquoi on est venu au monde. En passant même déjà de nos prénoms jusqu'à ce qu'on fait aujourd'hui comme métier. Souvent, on s'assoit, on ne sait même pas. Souvent, on est assis là. C'est des questions qu'on ne se pose pas, mais qui sont importantes, en fait. Pourquoi on vit? Est-ce qu'on vit pour être heureux? Ou est-ce qu'on vit pour plaire aux gens? Est-ce qu'on vit pour faire plaisir à notre famille? Est-ce qu'on vit pour faire plaisir à nos patrons?
Est-ce on vit pourquoi en fait? Et c'est ce qui moi, motive mon écriture en fait en tant que jeune. Parce qu'aujourd'hui, il y a nous sommes pleins aujourd'hui, énormément de jeunes dépriment. Dépriment, c'est normal parce qu'ils ne savent pas quel est leur but dans la vie. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi à 25 ans, il faut forcément qu'à 25 ans, ils aient des milliards. Ils ne savent pas pourquoi il faut avoir l'argent forcément. Ils ne savent pas. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on vit dans une génération qui est tout le temps stressée. Tant que les gens auront des problèmes, surtout les jeunes, moi, je vais continuer à écrire en fait. Je décide de faire le stand-up en novembre 2018. Comme je disais là, il y avait le chômage, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, quand un esprit n'est pas occupé, la nature te donne travail. Et ce qui restait dans le pot, apparemment, c'était humoriste. Donc, je suis là, je suis assis et je commence à écrire dans mon petit carnet rouge. J'écris tout ce qui me passe par la tête, j'écris. Et mon ami qui me vient après, je lui montre. Et l'hypocrite, il lit et puis c'est bon, hein? Il dit non, ouais, c'est bon, c'est bon. En tant que, comme je disais, mes amis, c'est ma source de motivation parce que Kim lui-même était enseignant à Bobo. Donc, toujours il me parlait de ses élèves. Toujours il me parlait de ses élèves. Et il a un de ses élèves qui le fatiguait, Emmanuel. Il dit à Emmanuel, ah, il faut me donner le contraire de certains mots. Quand il a dit, ah, Emmanuel, donne-moi le contraire je sais pas, d'en bas. Emmanuel le regarde comme ça. Ouais, il y a les enfants, quand ils vous regardent avec des yeux, vous savez que leur âme a disparu, tu vois. Donc Emmanuel les regarde et puis Emmanuel. Donc il dit, bon, quand il dit en haut, c'est en bas. Il dit à droite, à gauche. Il dit, ah, d'accord, monsieur, j'ai compris. Il dit contraire de chaud. Il dit chaussettes. Donc, ça n'avait rien à voir. Et moi, il me racontait ça et moi, je vais noter en fait. Donc, on monte, il y a une scène. Au moment où moi, je décide d'intégrer le stand-up, c'est ce moment-là que Chris Alex, voilà, que je salue quand même au passage, qui monte une scène d'humour à la 2, Rivera 2 chez Varold, Jean-Jacques Varold, qui a un espace ici. Et on s'inscrit, moi j'envoie mon nom comme ça, j'envoie mon nom. Et tellement j'étais vraiment timide, ce moment, ce n'était pas Niji que j'avais envoyé, envoyé Yato, mon nom de famille. Et je m'en vais avec chemise, manche longue, pantalon, peut-être que vous envoyez la photo après, pantalon, chaussures en teint, tout ça. Donc j'arrive et quand je monte sur scène, il y a Brice Arnaud qui me voit. Il dit Yato, Yato, c'est qui même? Et j'arrive. Il dit mais pourquoi tu es habillé en un commercial de Solibra? Et Brice, il était vraiment, il est enrobé en fait. Il est très très enrobé. Donc j'ai dit t'inquiète pas, le commercial de Solibra va venir te chercher. Chaque matin, on lui fait fitness au campus. Il dit tu es rentré. Et c'est là en fait que l'humour démarre pour moi en 2018 en même temps. Et là, je commence à envoyer les blagues. Et là, mon premier travail, et puis je pense que le seul travaillement que j'ai eu de ma carrière d'humoriste, le monsieur est venu travailler, il a mis l'argent dans ma poche, il était content. Quand je suis sorti, il y avait 3 billets de 500. Mais quand même, j'étais très, j'étais très content pour une première. Voilà quoi. C'est comme ça que je décide de faire du stand-up, vraiment une passion et puis un métier. Les difficultés, déjà, la première difficulté, en tant qu'humoriste, je pense que c'est de monter sur scène. Parce que le public d'aujourd'hui n'est pas le public de demain. Tu peux faire un sketch qui cartonne aujourd'hui. Les gens vont rire. Ils vont se coucher. Demain, tu viens poteau. Donc déjà, la mise, il faut avoir le mental. Il faut avoir d'abord le mental. Deuxième difficulté, l'argent. Le mot, c'est une économie. C'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas structuré en fait. Et les humoristes, malheureusement, ils ont l'image de pitre. Et l'image de pitre qu'ils ont fait que les gens ne veulent pas leur donner l'argent pour ce qu'ils font en fait. En sens, c'est du divertissement. Tu n'as pas dit comme quelqu'un, ah, lui, il est trop bête, il lui donner 20 000. Non, 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 non. S'il a réussi à te faire rire, il arrive à faire rire ta famille, c'est qu'il est fort. Ce qu'il vaut, il faut lui donner en fait. Parce que s'il n'est pas là, vous ne riez pas. Tout comme un chirurgien, s'il n'est pas là, il ne te paie pas. Tu n'as pas dit, ah, lui là, c'est pour découper les gens seulement. Mais s'il va te découper, donc tu peux prendre ton ciseau puis tu vas te découper les gens en fait. Je ne sais pas si tu vois. Donc ça, ce sont les premières difficultés. Le mental, l'argent et puis la situation. Parce que le métier même n'est pas encore reconnu en tant que tel. Je crois qu'au Purida, il n'y a pas encore le titre d'humoriste en fait. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Hein. C'est à force de jouer à chaque fois. Sinon, à la base, je me rappelle, moi, je stresse beaucoup avant d'avoir le premier contact avec le public. Je me rappelle qu'une fois, je devais jouer la première partie de... C'est précis, non? Je crois.
C'était pas prévu que je joue la première partie, en fait. Et je devais jouer parce que j'avais demandé un service au directeur de l'époque, Pierre Clément. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, quand j'ai fini, c'était des amis qui devaient venir tourner au Dikoko, en fait. Donc, quand ils ont fini, eux, ils rentraient à la maison. Et puis, il me dit, ah, il dit, ça s'est bien passé. Il dit, oui, ça s'est bien passé. Ah, d'accord. Ok, tu sais ce que tu vas faire? Il dit, non. Il dit, tu joues la première partie de Précis ce soir. Il dit, aïe. Il dit, non, tu vas jouer. Il dit, blanc, quand son crédit ne reste pas à l'étranger, il n'y a pas de problème. Dans le moment, le spectacle commence, j'ai disparu. Et les gars me cherchent entre aux toilettes, en fait, tu vois. Non? Ici, aller décharger le stress, tu vois. Donc, eux, au lieu de rester tranquilles là-bas, Neji, ils sont rentrés. C'est qui les a accueillis, ils sont sortis en même temps. Donc, c'était vraiment ça. Et quand je me suis libéré, quand je monte sur scène, ça c'était avant, maintenant quand je monte sur scène, je stresse, je prie d'abord. Je répète mon test, je prie et je répète. Quand je fais corps et âme avec mon test, quand je monte, je salue tout le monde. Tu cries d'abord pour enlever le stress. Tu fixes ton public. Tu le balayes du regard en fait. Et quand tu finis de balayer le public du regard, forcément, il y a quelqu'un qui va sourire. C'est ta première victime. Tu dis bonjour monsieur. Mais bonsoir monsieur. Donc là, tu vois, c'est ça le stand de casser le quatrième mur. Le troisième et quatrième mur, excusez-moi. C'est casser le mur. Donc tu avances. Et puis, quand tu casses le mur, bonjour monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir. Comment vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? À partir de là, des réponses qu'il va te donner, il te met à l'aise. Toi aussi, tu es à l'aise. Tout le monde commence à être à l'aise. On suit votre conversation. Et c'est là, dans ces pièges-là, tu commences à le vanner. Tu fais des blagues un peu sur lui. Tu vois? Et après ça, ça passe quoi. Si tu as des blagues maintenant, vous voyez, le public est ouvert. Parce que c'est difficile quand les gens ne te connaissent pas. Ils ne te donnent pas de crédit. À croire qu'ils savent pas quitte même pour dire, il veut faire quand même. Il veut me montrer quand même. Mais dès que tu commences à leur poser des questions, dès que tu sors des scènes, même tu leur manques en même temps. Ils ont l'impression que leur petit frère est parti. Ça, généralement, avec les autres humoristes, on a trouvé. Dans ce genre d'endroit, il y a toujours un bonyi. C'est pas qu'eux, on les a invités. Hein. Mais eux, ils vont rire. Tu prends ton micro, voici ton public. On peut faire rire tout le monde. Tu ris avec eux. Quand tu vas commencer à rire avec eux, l'homme on va dire, l'homme est curieux. Dès que tu vas rire avec eux, ceux qui sont sur les autres vont commencer à tourner leur tête. Et n'aie pas peur, parce que quand tu as le micro, c'est toi qui es puissant. De leur dire, comme vous ne voulez pas rire, tu as le pouvoir en fait. Donc, quand vous ne voulez pas rire, moi, il y a rire mon petit bonhomme qui est ici. Bonsoir ma soeur, tu t'appelles comment? Il m'appelle Rita. Ah, Rita, ça va. Tu as commencé à faire ton truc là. Tout le monde veut savoir ce qui se passe en fait. Donc, tu as ce truc là de casser. Il ne faut pas mettre ça sur toi en même temps en fait. Il ne faut pas que tu te dises, ah, les gens ne rient pas. Hein. Maintenant, si c'est que, comme on appelle, tu as 5 minutes pour venir faire rire les gens qui n'ont pas ri, prends ta dignité, tu as fini tes 5 minutes, descends. Il ne faut pas forcer. Parce que quand tu commences à forcer, tu deviens lourd. Les gens, tu commences à agacer les gens. Et quand tu commences à agacer, là, l'animateur vient dire, bon, on applaudit pour lui, et puis j'ai un bon débarras, en fait. Et ça, c'est un conseil qu'on m'a donné au tout début. Je ne sais pas si c'est parce qu'on voulait que je fasse des gombos. Mais on m'a dit, on ne joue pas partout. Tout le monde n'a pas un mental à toute épreuve. Tu ne peux pas aller quelque part et puis, pour donner même ton cachet, c'est un problème. 2, tu te retrouves face à des gens qui ne rient pas. Ça donne quoi à ton moral en fait? Et aujourd'hui, on est dans une société où les gens ne comprennent pas. Les gens aiment juger, les gens aiment critiquer. Dès que tu montres, c'est votre Neji là qui est là. Oh, faut rien. C'est quoi ça? Entends la personne qui t'a fait venir était à ton spectacle. La personne a vu comment les gens ont ri, la personne a rigolé. Donc la personne s'est dit, c'est une bonne idée de te faire venir là. Alors qu'il y a le truc du crédit par exemple. Je prends un exemple, tu as Joël, Agalawal, Ramatoulaye qui sont des stars de l'humour. Donc quand ces personnes-là viennent, que tu sois dans les parler à quelqu'un ou pas, tu te tais, tu les écoutes. Que ça fasse rire ou pas, tu vas te forcer à rire parce que c'est un doyen. Tu ne peux pas dire que non, c'est soyez, tu vas rire, tu vois. Donc, quelque part, c'est un peu ça. On néglige l'impact de l'humour en Côte d'Ivoire. La force que l'humour a en Côte d'Ivoire. Parce que l'humour, c'est la meilleure façon de se soigner en fait. Moi, aujourd'hui, peu importe ce qui m'arrive, j'arrive à transformer ça en une situation d'humour. Une fois, on nous a agressés. Et avant qu'on nous agresse, c'était en 2019. Je venais de Yamoussoukro avec des amis. On devait se rendre au Bao Café. On partait et le taxi qu'on a emprunté, on s'est fait accoster par des badauds en fait. Avant ça, j'avais perdu mon téléphone dernière génération. Donc, il y avait un petit Nokia qui était sur moi. Donc, l'État était en train comment on appelle ça, nous fatiguer dans le taxi.
Et le chauffeur était intelligent, vraiment, il a démarré rapidement. Donc, les gars n'ont pas eu le temps vraiment d'effectuer leur sale besogne. On est sur la route et ce qui me vient en tête, c'est oui, il y avait bon téléphone, on ne m'a pas agressé. C'est-à-dire, mon téléphone est resté dans le taxi. En temps là, si par exemple, je perdais mon téléphone, je peux dire on m'a agressé. J'ai perdu mon téléphone dernière génération. Mais comme où tu as perdu, ça te met dans le taxi, tu vois? Parce que pour moi, c'est ça en fait. Il faut toujours transformer ce que la vie te donne en humour en fait. Donc, l'humoriste en fait, même quand on parle, on remonte en arrière, la crise 2000, post-électorale 2010, il a fallu que le Magnifique fasse des choses sur les FSI pour que les gens commencent à rire, pour que les gens pensent à autre chose en fait. Donc là, et c'est ça, je pense qui a fait qu'aujourd'hui, le Magnifique, peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, les gens lui donnent toujours du crédit en fait, parce qu'il a réussi à faire rire des gens au moment où tout le monde était vraiment très triste en fait. Et ça, c'est une réelle force de l'humour. Aujourd'hui, l'humour ivoirien a permis aujourd'hui qu'il y ait en griffe des métiers. Il y a web comédien aujourd'hui, tu peux pas faire rire les gens devant une salle. Tu peux faire à la maison, tu fais ton truc. Donc, il y a cet impact-là. Ça a un réel impact. Ça permet de ne pas aussi, disons, de ne pas avoir de stéréotypes dans la mesure où, grâce à l'humour, aujourd'hui, quand on dit que tu es baoulé, on dit que tu es du là, tu es bêté, bon, BTM par là, on a tellement popularisé ça qu'aujourd'hui, ça fait pas mal. Avant, ça aurait fait mal parce que c'est des croyances en griffe populaires. Des trucs qu'on jetait sur des gens. Mais aujourd'hui, ton ethnie même, on t'attache, toi-même tu commences à rire, tu ne prends pas ça mal. Alors que je pense que ce n'est pas le cas pour certains pays où vraiment on ne joue pas avec ces histoires d'ethnie. Alors ça, c'est ce moment de gloire. J'attendais cette question depuis longtemps. Alors, comment je deviens chroniqueur? Qu'est-ce que je veux dire? Déjà, il faut que tous ceux qui veulent faire de l'humour gardent en tête qu'il faut avoir de l'originalité. Il faut être original. Pourquoi on doit t'écouter toi et qu'on ne doit pas écouter l'autre? C'est ce qui doit motiver. Il faut avoir un style. J'arrive à la 3 par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Daniel Siopo, qui est animateur à Fréquence 2. Comment j'arrive? En fait, j'avais fait un sketch au Dikoko. Comme j'ai des locks, je joue souvent un personnage reggae en fait. Voilà, donc je faisais sur scène un gars qui est décalé, c'est-à-dire on va dire qu'il a pris un peu et qui est sur scène. Donc on a l'impression qu'il divague en fait. Et j'ai fait une blague à une dame dans le public. C'est-à-dire, je dis, je suis pilote en fait. Et qu'avec mon avion, on va s'envoyer en l'air, ce genre de choses. Et il y avait une dame qui dit, mais tout le monde va monter dans mon avion, sauf toi. Elle dit, qui, moi? Il dit, oui, sauf toi, madame. Et les gens disent, pourquoi? Il dit, parce que les bombes sont interdites dans l'avion, man. Tu vois, c'est une bombe. Donc, tu vois, un humour kamikaze, quoi. Genre, ça a vraiment fait péter les gens ont commencé à rigoler dans la salle. Mais ce n'est pas une blague qu'on a retrouvée populaire sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, Daniel travaille avec M. Deloy Nabo, que je ne remercierai jamais assez, un grand monsieur, à qui on remet le projet en tant que rédacteur en chef de l'émission La Belle et les Bêtes. Et il est censé trouver des chroniqueurs qui sont humoristes et qui ont le niveau des langues et humour. Et le monsieur, il est au bureau samedi, il est en train de regarder cette vidéo dont je parle. Et lui, c'est quelqu'un qui me dit ce genre d'humour en fait. Donc, quand il a percuté, il a commencé à rigoler, il rigole. Et Daniel est en train de passer. C'est la prière beaucoup, hein. Souvent, la prière aussi, ça compte. Daniel passe et Daniel dit, ah, tu es en train de rigoler, tu le connais? Il dit, non. Il dit, tu veux son numéro? Il dit, oui, donne-moi son numéro. Et pendant que moi, je suis en train de dormir, en train de penser à mon voyage de lundi à Gagnois, voici M. Deloy qui m'appelle, allô, c'est Neji? Il dit, oui. Il dit, j'ai besoin que vous veniez à la 3 par rapport à un projet. Donc, pendant le week-end, il me demande de faire une chronique sur Miss Côte d'Ivoire de l'époque où le pantalon du danseur de Bibiche Philippe s'est déchiré là. Et puis où Sabine Dié, notre grande dame de la maison, avait mis la maison sur sa tête là. Donc, il me demande de faire un truc dessus, mais vraiment comme dans les émissions françaises, quand il y a Click, où il y a les humoristes qui viennent, qui font des chroniques. Donc, j'arrive et puis je fais. Et comment j'arrive à la télévision, moi, dans ma tête, je me dis, si c'était pour venir faire que des blagues, allez prendre des gens qui font que des blagues. Rends dans ton personnage Rasta. Et rends le truc comme si tu as fait un rêve en fait. Quand au lieu de soit Miss Côte d'Ivoire, c'est Ouzo Vacances, toi tu es allé voir. Et j'arrive, on commence la chronique, je rentre, et puis je leur dis directement que moi j'ai un chai. Quand moi j'écris, on doit répondre. Quand il fait Original Fireman, Bombo Kladja, Rastafari, Nyen Wao, vous répondez yeah.
Donc, ça sera plus. Waouh, yeah. Les gens commencent à kiffer, puis j'ai fait ma chronique. Donc, on m'a dit, OK, au lieu que tu viennes, puis tu ressors du plateau, tu vas rester finalement comme colistier à côté de l'animatrice maintenant pour travailler. C'est comme ça que je suis arrivé à la trompe. Ça, c'est la question. C'est l'une des questions, comme on le dit, qui me taraude l'esprit. Toujours voulu dire ça devant une caméra. Voilà. Donc, en fait, comment je me vois? En fait, moi, je suis quelqu'un qui n'arrête pas de rêver. Moi, je rêve tout le temps. Parce que rêver, c'est gratuit, en fait. Quand tu veux, tu peux. À la base, je sais même plus c'était quoi à la base. C'était de devenir, on va dire grande griffe humoriste. Après, humoriste, c'était d'ajouter la casquette d'animateur. En temps, avant ça, j'ai fait aussi chargé de production pour des productions Canal+. Après, j'ai fait un court-métrage. Après, donc j'ai beaucoup en fait de casquettes en fait. Donc, pour moi, je pense que sur le long terme, ce serait de devenir producteur. Voilà, producteur, parce que je pense qu'on a énormément de choses qu'on n'a pas filmées. Il y a énormément d'inspiration. Je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire en fait en matière de production audiovisuelle. Donc, je pense que pour moi, sur le long terme, c'est de devenir producteur. Ah, mon meilleur souvenir. Il y en a deux, je crois. Je crois qu'il y en a deux. Non, mais il y en a trois même. Si je peux me permettre un trois, hein, parce que, comme tu as dit, un souvenir. Le premier, c'est la toute première fois que j'ai joué le stand-up. Quand j'ai joué et que vraiment, pour la toute première fois, je fais de l'humour, que les gens applaudissent. Et quand j'ai dit les gens applaudissent ça, ce n'est pas des gens qui étaient sobres, hein. C'est des gens qui étaient en train de boire depuis 17 heures. Et puis, je suis monté sur scène à minuit parce que sur la liste, il y avait énormément de talents, hein, bon, qui sont venus. Moi, j'étais avant-dernier. Après, moi, c'était fils unique. C'est là que je fais sa connaissance même. Donc, avant, moi, il y avait Eunice Zounon qui avait joué. Et maintenant, toi, tu passes. T'as dit quoi qui est marrant à des gens qui ont bu, ils sont saoulés. Et c'est là que moi, j'ai prié beaucoup, quoi, puis croyez en vous. Quand je suis monté, j'ai joué mon ventre. En tout cas, j'ai joué mon ballon. Les gens ont kiffé. Quand les gens ont kiffé, je suis descendu. Je me suis dit, il y a quelque chose qui vient de changer dans ta vie, en fait. Tu as un talent que tu viens de décrocher. Et j'étais vraiment heureux. Le deuxième souvenir, c'est quand la première fois j'ai fait le Parlement du riz. Quand j'ai fait le Parlement du riz pour la première fois, on est allé. C'était la première fois que je découvrais la télévision. En fait, le monde de la télévision. Et moi, bizarrement, quand je suis rentré, j'étais plus omnibulé par les caméras, la post-prod, la prod, tout ça, ça me plaisait. Et puis, c'était comme je vivais vraiment un rêve éveillé, en fait. Maintenant, on doit tourner. Pour la production, ils ont mis beaucoup d'eau. Comment on appelle ça, les gobelets d'eau, là. Ils ont mis plein, plein comme ça. Comme il est stressé, à chaque fois, je bois. À chaque fois, je bois. Quand je bois, je pisse. Je bois, je pisse. Je bois, je pisse. Il y avait deux émissions. Donc, ils ont fini de faire la première émission. On dit, bon, c'est à vous. Venez, on va vous équiper. On m'équipe. Pendant que je suis en train de m'équiper, voici la productrice qui arrive avec le réalisateur. On reprend. Il y a les caméras qui n'ont pas enregistré. On va refaire la première émission. Mon cœur est tombé dans ma poitrine, dans mon ventre. Ils ont refait l'émission. Les gens ont rigolé encore. Donc, maintenant, c'était à nous. Donc, les gens sont fatigués. En ce moment, il y avait le salon du livre qui s'éteignait dans la salle. Donc, les gens avaient rempli la salle. C'est-à-dire que tu es derrière, de l'autre côté du décor, puis tu entends, wow, la salle tremble même. Et je me rappelle quand je dois monter, il stressait tellement. Lui, de mots me regarde, il me dit, vas-y, tu peux. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, il y a maman qui me dit, parce qu'avant, moi, il y avait un étranger qui avait joué. Et puis, maman qui dit, c'est l'enfant du pays, en t'entendant recevoir Neji, Yato. Quand je suis rentré, c'est comme si tu découvrais la lumière pour la première fois, en fait. Les gens commençaient à crier. Oh. Ils ne me connaissaient même pas. Crier, oh. Et j'envoyais mes vannes. À chaque fois, je vois les gens rigolaient, les gens rigolaient. J'étais vraiment heureux. Vraiment, j'étais vraiment aux anges, en fait. Et je suis rentré après avoir joué. J'étais content. Voilà. J'étais comme un enfant. J'étais vraiment très, très content, en fait. Voilà. Et oui, c'est sans manquer, hein. Et le dernier, le troisième moment le plus, c'est quand j'ai fait mon one-man show l'année dernière. Le dernier jour, parce que j'ai fait 3 jours. C'était un samedi. Et tout le monde est venu. Les gens avaient rempli la salle. Pour moi, qui ne suis pas connu sur les réseaux. Sinon, qui n'était pas connu sur les réseaux avant la télévision, qui avait que ma petite fanbase. Moi, je me suis dit que c'était mon papa, ma maman et mes petites soeurs qui allaient s'asseoir devant. Mais les gens sont venus. Et les gens riaient. Pas parce que c'était mes amis, hein. Ils riaient parce que c'était drôle.
et je finis le spectacle, je fais un fond noir. Donc, je mets la musique de fin, tout ça pour saluer le public. Et au moment où les gens se lèvent, et les gens crient Neji, Neji, Neji. En ce moment, il y a une poussière qui est tombée dans mon œil. Donc, j'étais en train d'essuyer un peu, tu vois. J'étais comme si j'avais accompli vraiment quelque chose de grand. Et souvent, quand, à cause de la télévision, bon, j'ai pas trop le temps de remonter sur scène, mais souvent, quand je m'assois, que je regarde ces vidéos, j'ai encore envie de refaire le spectacle. Les critiques, c'est quand ils sont constructifs. Ah, Neji, regarde, là, ta manière de donner ton test n'est pas bien. Regarde, et si tu essayais de faire comme ça, essaie de placer cette vanne avant l'autre. Essaie de donner ceci. Même mon personnage Rasta, c'est Jean-Lucas qui me donne l'astuce, en fait. On venait au Dikoko, on devait faire un spectacle pour Noël. Et le spectacle qu'on devait faire pour Noël, on n'avait pas d'idée. Et Jean lui dit, mais pourquoi on ne jouerait pas les reines du Père Noël? Mais les reines du Père Noël qui sont saoulées, qui ont bu. Imagine des reines qui doivent déposer des cadeaux, mais qui ont bu. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et il me dit, mais comme toi, tu as le dread là, il faut faire une reine qui est un peu, genre, qui est un peu, tu vois, hein, qui est un peu en griffe, droguée. Il dit, bon, ouais. Et il a commencé à faire des bêtises, à dire des trucs qui ont commencé à faire rire les gens. Il a dit, ok. Donc, il a commencé à écrire. Donc, Jean lui vient me dire que finalement, lui va plus faire ça, hein, reine. Il dit, mais tu me laisses seul. Qui va livrer les cadeaux maintenant? Tu vois. Mais il est parti et moi, il m'a laissé ça. Et il a commencé à développer un personnage qui aujourd'hui est attachant. C'est ce personnage que les gens aiment en fait, celui qui est tout le temps décalé en fait. Mais c'est parti d'une critique. C'est parti du fait de dire, et si tu faisais le gars qui est décalé? Et si tu faisais comme ci? Et si tu faisais comme ça? Et ça, je prends. Maintenant, pour les critiques de quelqu'un qui va me dire, tu ne fais pas rire, sincèrement, au fond de moi, je ne sais même pas te faire rire en fait. Soit tu me trouves drôle, soit tu trouves quelqu'un d'autre qui est drôle en fait. Tout le monde ne peut pas avoir le même type d'humour. Ce qui te faire rire ne peut pas moi me faire rire en fait. Même dans une salle, même si tu es le plus fort du monde, tu ne peux pas faire rire tout le monde. Boukari a fait un spectacle au Palais de la Culture. Et puis, dans les photos, on a trouvé un gars qui était comme ça. Alors que autour de lui, tout le monde est comme ça. Mais le gars, il est comme ça. Est-ce que parce qu'il est comme ça, moi, humoriste, j'ai raté ma vocation, mais j'ai raté mon travail? Non. Donc, les critiques, quelque part, je les accepte. Je les accepte toutes, sauf celles qui ne sont pas constructives. En fait, ce qu'on doit retenir de moi, c'est que je suis un jeune Ivoirien qui, qui rêve et qui, grâce à l'humour, est en train de vivre son rêve, en fait. Pas le rêve de devenir humoriste, mais le rêve de pouvoir s'exprimer dans ce qu'il veut, dans ce qu'il a envie de faire. Et le long terme, comme je disais, c'était devenu producteur, mais avant toute chose, c'est d'abord d'être une référence. Parce qu'aujourd'hui, c'est une tâche qu'on fuit, en fait, nous les jeunes. C'est une tâche qu'on fuit. Le fait d'être une référence, le fait d'être un modèle pour les plus jeunes, c'est des trucs qu'on fuit. Pourtant, ce sont des choses que les gens ont accepté de camper comme rôle. Pourquoi aujourd'hui, nous, on arrive à rêver? Aujourd'hui, si le Go t'ont fait rêver, toi, tu dois être comme Gogo a une carrière irréprochable. J'ai jamais entendu Michel Go a fait ci, Michel Go a fait ça. Voilà, il est irréprochable. On a eu des Digbo Cravate aussi, je crois qu'il n'a jamais fait des cas, à part quand il a attaché Moula, ça c'est normal, ça c'est de l'humour en fait. Elle-même, elle a pas mal pris. Mais si les gens doivent retenir quelque chose, c'est de se dire, ah, Neji m'a inspiré à vouloir faire quelque chose. Neji m'a inspiré à faire ci, à pouvoir prendre ma vie en main. Neji m'a aidé à travers ces sketchs, je me sens compris. Je me dis que je ne suis pas le seul à vivre ça en fait. Je ne suis pas la seule à traverser ces problèmes-là. Donc, quelque part, au lieu que ce soit, on me voit comme une star, c'est me voir comme un ami en fait. Un ami qui vient, te dit que ce que tu as vécu, j'ai vécu la même chose. Donc, mais que, en toute chose, si quelqu'un, peu importe ce qui vous arrive, c'est de tout prendre avec humour. De ne jamais rester bloqué sur ça, parce que pleurer, ça n'a jamais rien résolu. En le niveau, bueno, 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 vamos. Même si ça fait longtemps un peu. Hein. Je suis humoriste et puis je suis drôle. Sí. Soy humorista y soy de broma.